Fabienne Juel, le Forum du Livre et moi-même sommes très heureux de vous recevoir durant ce week-end déjà très chaleureux et qui va être encore plus chaleureux grâce à vous. Vous êtes fait connaître par... je crois maintenant, vous avez commis déjà 8 romans, oui. Dont un qui a particulièrement cartonné, qui était La chaise numéro 14, et À l'angle du renard. Et vous revenez avec La femme murée, qui a une particularité qui est de porter sur une personne, qui est le portrait d'une personne en situation. Cette personne est bien connue des Bretons, particulièrement des Brétiliens, étant Jeanne des Vidal, qui était originaire de Brest, mais a vécu longtemps à Saint-Lunaire, dans une maison un peu très particulière que vous allez nous décrire, qu'on pourrait apparenter évidemment à l'art brut, étant une sorte de concrétion d'éléments divers qu'elle ramassait dans un cadre de, comment dire, de collection de collectionneurs, mais avec une sorte d'obligation interne. Et vous brossez le portrait de cette femme, de cette maison, de cet environnement, et je vais le dire directement, j'ai beaucoup aimé votre capacité empathique de vous, non pas de vous substituer à la personne, parce qu'à aucun moment on sent que vous la faites parler, on sent qu'il y a une sorte de mariage très doux, très élégant et très respectueux l'un de l'autre entre votre manière de percevoir sa maison et sa personne, et ce que vous pouvez faire remonter de ce qu'aurait été sa vie intérieure. Une vie intérieure très compliquée, marquée par la violence, par une violence multicomposite. La mort de son frère bien-aimé, avec qui visiblement elle avait entretenu une relation fraternelle extrêmement forte, la mort de sa mère qu'elle aimait beaucoup, et alors ce qui est un peu plus compliqué à bien définir, mais en tout cas une souffrance forte issue de la guerre, et notamment alors d'une arrestation a priori par la Gestapo, d'une séance de torture. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est fantasmée? Quel était son niveau d'importance? Sur ce point-là, j'aimerais bien avoir un petit éclaircissement. Sur l'électrochoc? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je plante le décor d'une manière un peu dure, mais il faut comprendre que Jeanne des Vidal, c'est une personne qui a eu un destin particulier, mais parce qu'elle a des souffrances fondatrices. Donc, il faut quand même... parler de ses souffrances. Alors, donc, elle était née en 1908 à Brest et elle s'est éteinte en 2008, en juillet 2008, donc elle avait 100 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a connu, bien évidemment, on parle de souffrance, donc elle a connu les 2 guerres, déjà. Elle avait 10 ans lors de la Première Guerre, enfin la fin de la Première Guerre, et elle a connu la Seconde Guerre aussi, qui lui a enlevé d'ailleurs son frère. 2 frères, elle a perdu un frère lors de la Première Guerre mondiale, et elle a perdu un frère lors de la Seconde Guerre. Donc déjà, il y a déjà de la souffrance là, bien évidemment. Brest a été bombardée, comme on le sait, plusieurs fois. C'est la ville bretonne qui sera délivrée en dernier d'ailleurs. Moi je sais qu'elle n'est pas à Brest au moment des derniers bombardements, je sais qu'elle n'est pas là, elle est en Normandie. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'elle a eu le débarquement. Et c'est là d'ailleurs qu'elle se fera arrêter par la Gestapo, parce qu'elle était factrice, enfin elle n'était pas factrice, elle était dame receveuse des PTT. Et en sa qualité de dame receveuse des PTT, elle voyait passer le courrier. Et en voyant passer le courrier, elle voyait aussi les courriers de dénonciation. Donc, ce qu'elle a fait, elle et sa sœur, elle n'était pas toute seule, c'est qu'elle retenait, faisait de la rétention de courrier, le temps pour elle et sa sœur de prendre leur vélo et d'aller prévenir les maquisards qui finalement s'embarquaient pour aller rejoindre le général de Gaulle. Alors, elle a dû en sauver plus d'un et sûrement sauver des gens très importants, parce qu'elle était protégée par Yvon Bourges, le maire de Dinard, et elle était aussi protégée par le général de Gaulle. C'est pour ça aussi que pendant 40 ans, elle a pu construire cette maison de briques et de broc, et que même si la maison menaçait de tomber sur la voie publique, finalement la maison pouvait devenir dangereuse. On a toléré la maison de Jeanne des Vidal jusqu'à ce que cette maison s'écroule d'elle-même, enfin le Mirador s'écroule de lui-même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand les nazis ont dû voir, la Gestapo ont dû voir le petit manège de Jeanne des Vidal, puisqu'à chaque fois qu'ils arrivaient, c'est trop tard. Donc, ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui court-circuitait, sans mauvais jeu de mots quand même, qui
court-circuiter les informations. Et donc elle a été arrêtée, sa sœur et elle ont été arrêtées, et on sait que, bien évidemment, elle a été torturée. Je ne dois pas raconter la scène de torture, je ne me souviens pas, mais en tout cas je la mélange avec une autre scène où quand elle subira encore des électrochocs, parce que quand sa mère mourra en 1954, les voisins se plaignaient de Jeanne qui poussait des cris dans sa maison la nuit. Donc à un moment, le maire de Saint-Lunaire a été obligé, malgré la protection, en tout cas c'était pour elle, de la faire interner au moins une fois. Ça peut être plusieurs fois, mais il y a une fois, ça c'est sûr, hein, parce qu'à Rennes d'ailleurs, elle a été internée. Et donc là, on imagine, enfin à l'époque, dans les années 60, on imagine bien que c'est encore des électrochocs qu'elle a dû subir. Parce que maintenant il y a des électrochocs pas chimiques, mais c'était la camisole. Et je pense que ça a dû raviver en elle des séances de torture bien plus éprouvantes. Et à cause de ça, ça n'a pas dû arranger les choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle rentrait dans une folie créatrice ou constructrice. À chaque fois qu'elle rentrait de ses séjours, forcément, il n'y a qu'une chose qu'elle voulait faire, c'est se protéger. Et protéger son corps, c'était se protéger à l'intérieur de la maison, construire, ajouter des murs à d'autres murs, mettre des palettes, jointoyer, etc. Enfin, elle n'a pas arrêté, et tous les matins, elle se levait très très tôt pour rencontrer personne aussi. Elle se levait très très tôt, elle prenait sa brouette et elle allait sur la plage de Saint-Lunaire récupérer. On va lire un passage justement qui va présenter ça, mais juste avant un petit point, vous disiez que vous n'aviez pas évoqué la séance de torture, c'est vrai, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le passage où donc elle subit des électrochocs, qui est assez court du reste, hein, on ne sait pas si ça réfère à la période de la guerre, ou bien ce que vous nous aviez indiqué avant, le fait qu'elle allait avoir 2 ou 3 fois à venir des séances d'électrochoc. Et ce que j'ai trouvé très réussi, c'est dans ce passage, dans une sorte de présent flottant, qui finalement associe aussi bien dans une sorte de présent suspendu le passé, le présent et l'avenir, c'est-à-dire ce qu'elle a subi en tant que par la Gestapo, ce qu'elle allait subir, et ce qui est très fort chez elle, d'une manière générale, on a ce sentiment qu'elle était dans un rapport au temps où s'entrechoquait et voire s'écroulait en permanence le passé, le présent et le futur, qu'elle était dans une sorte de présente conscience en permanence ébranlée par les dimensions du passé, des dimensions de l'avenir, et quand même aussi un point important qu'on n'a pas encore abordé, une dimension qu'on pourrait appeler d'une manière un peu générale une dimension mystique, c'est-à-dire quelque chose où elle est reliée à un vocabulaire de la bête, un vocabulaire une sorte de conscience mystique, voire métaphysique de l'existence du mal. Oui, alors c'est peut-être aussi mes obsessions à moi, hein. Parce que depuis le début, j'écris sur la présence du mal en l'homme avec un grand H bien évidemment, la capacité que nous avons, nous les hommes, à faire du mal à la nature, à autrui et à nous-mêmes. Et je m'intéresse toujours à la rédemption, c'est-à-dire est-ce que l'homme le plus méchant est capable d'être sauvé. Alors, il y a cette dimension mystique. Et elle est obsédée par la bête. Elle est obsédée par la créature diabolique qu'est la bête, nommée dans l'Apocalypse la bête, associée à un chiffre que j'hésite à prononcer. On voit bien trois chiffres qui se suivent. 3 chiffres qui se suivent, effectivement, mais que j'ai pris l'habitude de ne jamais prononcer. De les écrire, mais pas de les prononcer. Et donc, et c'est vrai que ça fait partie de mes lectures aussi. L'Apocalypse, c'était quelque chose que j'ai lu quand j'étais très jeune et que je relis régulièrement parce que je trouve que c'est un passage fantastique à tous les sens du terme. Et c'est vrai qu'à un moment, elle va rencontrer, alors on est dans une dimension fantasmée bien sûr, on la voit partir de Brest, elle fait partie des derniers habitants qui doivent vider Brest avant la reconstruction, et elle est là dans une rue écrasée de soleil. Chez moi c'est le soleil, la chaleur, la très forte chaleur est associée forcément à la bête, et dans cette rue écrasée de chaleur, elle rencontre une chienne, enfin une chienne ou un chien, enfin pour moi c'est une chienne, c'est la bête, c'est féminin, c'est genré. Et donc cette chienne qui vient à sa rencontre et qui fait des drôles de zigzags sur la voie publique, et elle se demande bien ce qu'elle fait cette bête et surtout quelle va être sa réaction quand elle sera à sa hauteur.
Et il y a un dialogue entre la bête et elle. Il y a un dialogue parce que cette bête n'est pas un chien ordinaire, c'est une bête remontée des entrailles, remontée de la terre, donc forcément c'est la bête, c'est le mal. Et cette bête, elle revient, alors elle l'a rencontrée à Brest, et elle lui donne sa feuille de route en fait, la bête. Elle lui dit que, elle, ce qui l'intéresse, la bête, c'est le cœur des hommes, qui n'en ont plus d'ailleurs, et elle va passer son temps à amasser des pierres pour se protéger du monde. Et d'ailleurs, c'était une phrase que Jeanne de Vidal avait écrite sur ses murs et qui rythme aussi mes chapitres. Elle avait écrit sur ses murs, vous êtes, donc vous, on se demandait qui est, d'abord moi je me suis dit c'est qui vous, mais j'ai interprété ça comme les murs, vous êtes la bagarre contre un monde qui chavire. Et que moi j'avais traduit au début, vous êtes un barrage contre un monde qui chavire. La bagarre ou un barrage, c'est la même chose pour moi de toute façon. C'est que ces murs, c'était pour empêcher la violence de l'homme, avec un grand H, et de la bête, mais c'est la même chose, d'entrer chez elle. Parce que elle a déjà vécu assez cette souffrance, donc empêcher la bête de rentrer chez elle. D'ailleurs, il y a ce face-à-face 40 ans après, où la bête est devant elle, elle l'a reconnue, il y a quelqu'un qui la reconnaît, les animaux la reconnaissent aussi, les autres bêtes la reconnaissent, la biodiversité. Magnifique passage. Oui, mais c'est un passage assez poétique, alors mais c'est vrai qu'il y a un passage... Alors, sur ce premier passage où elle rencontre la bête, vous allez quand même en faire de Jeanne de Vidal une sorte de figure universelle, d'une sorte de femme, comment dire, qui défend le sanctuaire de l'humanité. On sent qu'elle elle a une forme d'élection, alors pour la souffrance peut-être, mais elle a un destin particulier où elle est en charge, comme des invisibles dont elle parle, d'une certaine lutte contre la bête. Vous allez loin quand même, parce que je lis ce petit passage et qui va éclairer ma question. Le genre humain avait couru à sa perte dès lors qu'il avait commencé à douter d'avoir une âme. À la place, les hommes avaient nourri un cœur de tout ce qu'ils avaient pu amasser en route. Injures, crachats, famine, épidémie, braconnage, pollution, sécheresse, cobayes, rats, renards enragés ou empoisonnés, à le rendre obèse de rancœur, de jalousie et d'envie. Les hommes étaient malades et portaient, tel un poulet à la cheville, leur cœur hypertrophié, bouffi d'orgueil et de vanité. Et elle, la bête, était venue pour les en soulager, car ce n'était plus un cœur, mais une poubelle remplie d'immondices qui leur tenait lieu de boîte à rythme, à soupir. « Nos destins sont liés », répéta la bête avant d'ajouter ce qui serait ses dernières paroles. « Moi, la bête immonde, je me nourris du cœur des hommes, et toi, femme monde, tu amasseras des pierres pour dresser des murs contre le monde qui chavire et te protéger des hommes sans cœur. » On est un petit peu dans le monde des légendes aussi, parce que bon, je suis quand même bretonne et je m'inscris dans un territoire breton, celtique. Et c'est vrai que notre approche de la mort en Bretagne n'est pas la même que le français lambda peut-être. En tout cas, l'approche de la mort chez les Celtes. Et là, on est presque dans le domaine de la mythologie. Mais pas une mythologie, enfin pas la mythologie grecque, égyptienne, romaine, mais une mythologie un peu, enfin pour moi, celtique. La femme monde, la matrice, la mère de tout en fait, qui pour moi est une femme et pas un homme forcément. Et donc là je dois dire que c'est moi, c'est pas cette femme monde, enfin c'est pas moi la femme monde, mais c'est pas Jeanne de Vidal non plus. Je ne pense pas que ce soit Jeanne de Vidal. Je me suis emparée du personnage de Jeanne de Vidal, donc j'ai aimé déjà le nom, mais ce coup de foudre sur ce nom, Jeanne de Vidal, je trouve que c'est un beau nom poétique. Je me suis emparée de cette maison parce que je me suis demandé quel était l'esprit qui avait pu pendant 40 ans construire ce genre de maison. Pourquoi l'avait-elle fait? Mais après, je me suis permise, d'ailleurs je le dis bien dans le prologue, beaucoup de liberté, parce que je ne voulais absolument pas, même si mon éditrice au départ aurait peut-être voulu que je fasse un biopic, donc un documentaire bien référencé, bien sourcé de Jeanne de Vidal, je ne voulais pas le faire et j'ai bien fait parce que je sais... Agathe Oléron. Alors Agathe Oléron a fait un documentaire qui a circulé dans le mois du documentaire il y a 2 ans, mais qui circule encore, il n'y a pas longtemps, il est repassé au Champ Libre, Oui. Il est passé au mois de février, je crois, au Champ Libre. Le bouquin est sorti au mois d'avril. Et donc, il y a eu ce documentaire qui est... parce qu'elle a énormément de documents,
Agathe. Et Agathe, normalement, est chargée par le musée de la Poste de faire le biopic de Jeanne de Vidal. Mais ça, c'était après coup. Donc je n'allais pas faire quelque chose que quelqu'un d'autre ferait très bien à ma place. Alors je précise ma question et on va partir sur autre chose après. Ce que je voulais vous poser comme question à travers la lecture de ce passage, c'était oui, la femme monde, on le comprend. La femme matrice originelle, la femme, les parois qui protègent la vie, le monde, la création, l'enfant, le fœtus, bon, ça c'est ok. Ma question particulièrement plus précise, c'est quand la bête s'adresse à elle, je voudrais savoir si vous lui conférez une dimension rédemptrice, c'est-à-dire la bête lui dit « tu es la femme monde, tu amasseras des pierres pour dresser des murs contre le monde qui chavire et protéger des hommes sans cœur ». On peut penser, parce qu'il y a même une formulation quasiment de livre religieux qu'on pourrait même, non, mais qu'on pourrait trouver dans une sorte de continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui serait de l'ordre « toi, je t'investis d'une mission ». Alors je sais bien que, et je ne vous pose pas la question de toute façon qui est de l'ordre de votre intimité, si vous y croyez ou pas. Ma question précise, c'est de savoir si Jeanne de Vidal, elle, vous pensez qu'elle se croyait investie d'une mission de résistance contre la bête, comme elle avait pu résister contre les nazis, et qu'elle construit des parois et des parois pour résister à sa manière contre ce monde qui chavire. Oui, parce que c'était comme un mantra cette phrase. Donc le fait qu'elle ait déjà été résistante dans la vraie vie, qu'elle ait résisté aussi à la... je ne sais pas aux voisins, mais aux racontars, aux commérages, à tous ceux qui essayaient d'entrer chez elle, quand ils n'étaient pas invités, parce qu'on pouvait rentrer chez elle. Hein. Elle ouvrait sa porte, hein, mais c'est plus fascinant de penser que cette porte était interdite. Mais les artistes de la scène rennaise venaient sur la plage et venaient voir Jeanne de Vidal qui les accueillait. Mais je pense, oui, qu'elle était investie, pour moi, elle s'était investie de cette mission de protection, qu'elle se protégeait, qu'elle protégeait un monde en elle, un monde en soi, parce que c'est quelqu'un qui jetait rien, par exemple, aussi. Alors ça, c'est le complexe de Diogène qui consiste à accumuler toutes ces ordures, mais elle ne jetait rien, elle creusait des fosses, mais comme si elle vivait dans un micro-monde, un microcosme. Elle était une femme. Pour moi, elle était la femme monde, une femme monde. Alors justement, page 78, vous employez l'expression « la pratique compulsive de l'art du collectage ». C'est-à-dire pratique compulsive de l'art du collectage. C'est-à-dire collectage, on est quand même dans quelque chose d'automatique, de l'ordre du pathos. Et vous parlez de l'art du collectage. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Qu'est-ce qui la poussait chaque matin, chaque jour, à aller chercher, ramasser ces petits éléments épars, disséminés, et pour aller renforcer des murs qui ployaient, qui menaçaient de s'effondrer en permanence? On a l'impression quand même d'un peu quelque chose de l'ordre de Sisyphe, d'un travail jamais achevé et promis de toute façon à un destin malheureux. Oui, qu'est-ce qui la poussait à se lever tous les matins? D'ailleurs, je commence là-dessus, avec le lever du corps, hein, cette femme qui se lève, qui déploie son corps, ses articulations, parce qu'elle est très âgée quand je la saisis un peu à la fin de sa vie, en tout cas à la fin de la construction. Qu'est-ce qui la poussait? Je ne sais pas. Moi, je pense que ce qui la poussait, c'était le désir de se protéger. Il y a le journal, il faut savoir qu'elle a fait une tentative elle avait déjà essayé de faire une maison, comme celle qu'elle a fait à Saint-Lunaire, à côté de Brest. Alors je ne le mentionne pas, mais à la Forêt-Landerneau, il y a encore, alors il y a une maison, il reste quelque chose à la Forêt-Landerneau de la maison de Jeanne de Vidal. Et on n'a pas compris pourquoi. Elle avait acheté ce terrain, elle a commencé à construire sa maison, et puis tout à coup elle a tout lâché. Elle est partie et elle a acheté ce terrain à Saint-Lunaire en 1949 pour faire cette maison qu'elle a mis 40 ans à construire et à bâtir et à rebâtir par-dessus, parce qu'il y avait un pavillon d'origine. Mais il y a quand même une trace d'une maison ancienne faite à la Forêt-Landerneau. Et le documentaire de Jeanne de Vidal montre cette maison, on rentre dans l'intérieur de cette maison qui est envahie par la nature, la végétation. Donc c'est qu'il y a quelque chose, on n'a pas compris, mais elle a fui quelque chose. Est-ce que c'était trop proche de l'épicentre, c'est-à-dire de Brest en fait, hein, du tonnerre de Brest?
est-ce que c'était trop proche de cette ville natale? Il fallait tirer un trait radical et fuir, toujours en gardant la mer en ligne en ligne d'horizon, puisque on ne sait jamais si c'est un bateau qu'il faudrait prendre un jour à cette femme, enfin si elle devait prendre un bateau. Saint-Lunaire a suffi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, elle a eu peur de quelque chose, mais on ne sait pas, je ne sais pas quoi. Alors, on ne sait pas pourquoi elle est partie, mais pourquoi Saint-Lunaire? C'est vraiment purement arbitraire ou là aussi il y a une raison possible? Alors moi j'invente une raison, Saint-Lunaire, parce que Saint-Lunaire, parce que d'abord c'est un nom qui sonne bien, j'explique plein de choses avec le même, à un moment je dis Saint-Lunaire, priez pour nous, ora pro nobis, donc peut-être que, et puis la lune qui dans la mythologie celtique est très très importante, c'est moins, enfin je sais qu'elle habitait Saint-Lunaire, mais en même temps, on ne sait pas pourquoi Saint-Lunaire. Elle a acheté un terrain, et un terrain, à ce moment-là il y avait très peu de maisons autour, mais elle a acheté ce terrain qui est un peu en retrait par rapport à la plage de Saint-Lunaire, ce boulevard des Tilleuls. J'ai le numéro, mais on m'avait demandé de l'enlever parce que il y a des gens qui habitent dans une maison qui, c'est pas la maison de Jeanne Vidal, mais il reste un poteau avec le JB 1950. Si on regarde bien, on le trouve. Et au début, j'avais mis le numéro de la rue. Donc j'ai arrêté le numéro, qui n'a rien à voir avec le chiffre de la bête, parce que Agathe me dit, tu sais, je préférais que tu ne mettes pas le numéro, parce que c'est un couple d'Anglais qui habite là, et déjà le film a fait venir des gens, et donc ton livre va faire venir des gens. Et il se trouve effectivement que quand les gens ont lu le livre, et qui sont de la région, ils vont tous voir quand même. Donc, parce qu'il y a très peu de maisons, finalement, il y a peut-être une dizaine de maisons de part et d'autre, et on trouve, c'est le poteau qui est indicateur, il y a ce poteau qui reste, qu'ils ont gardé, sauvegardé, et là on a le JD, Jeanne Vidal, et on a 1950, parce qu'elle avait aidé les ouvriers à construire le pavillon d'origine, qui était construit sur le modèle des baraquements en bois de la restauration, après la libération de Brest, et donc elle a pris en fait des leçons là. Là, elle a aidé les ouvriers parce qu'elle prenait des leçons. Puis une fois que les ouvriers sont partis, et ben, elle a commencé à monter elle-même ses propres murs. En plus. Fabienne Juel, je vous propose de lire un passage pour qu'on puisse, un passage qui pose, qui campe le personnage, qui est un passage d'information, il y avait plein d'autres passages que j'aurais souhaité vous voir lire. Notamment, bon, il y a deux grands passages vraiment que j'aime énormément dans votre livre. C'est l'apparition de l'araignée loup, qui est vraiment très très bien troussée. Qui sort du puits. Qui sort du puits, c'est vraiment une très beau texte. Et puis, avant de vous laisser lire, vous avez des fulgurances. Vous avez des phrases très bien tournées. Et surtout, vous avez des phrases réellement originales, c'est-à-dire qui ne sont pas le produit d'une imitation de fulgurance des autres. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ce qui est difficile, c'est de lire avec un micro. Parce que... Alors, un micro? Ouais, je veux bien. Oui, je veux bien, parce que je vais trouver. Oui, je pense. Attendez. Oh. Oui, c'est bon. Maintenant, je louche ou pas? Ah, c'est bien, merci. La roue de la brouette chuinte. Une petite musique d'eau pulsée de part et d'autre de l'essieu. Le premier contact avec la plage surprend. Tassé, compact, dense, le sable semble du béton. Il en a la dureté, un peu la couleur, entre le gris et le mastic. Pas l'odeur. La femme s'arrête, lâche les bras de la brouette, abandonne les siens le long du corps. Elle hume l'air, en emplit ses poumons dans une longue et profonde inspiration. Elle ferme les yeux et continue de respirer par saccades l'air frais de l'aube incolore. Elle pourrait dire au pourcentage, au grammage près, la teneur de l'air en oxygène, en iode, en ozone, en sel, en écailles mortes, en goémon, en quartz et en mica. Elle pourrait restituer la carte génétique de la mer, affirmer que son père est un dieu barbu occupé à enfiler des perles d'huîtres sur des colliers de goémon, sa mère une nymphe pâle habillée de laminaires rousses. Quand la femme rouvre les yeux, la plage vacille comme si le décor tenait dans une boule à neige pour touristes. Des boules à neige avec un chalutier dedans. Un château ou une tête de vieux loup de mer fumant la pipe sous la neige en toque qu'un gamin agite pour la voir papillonner. Vertige après l'effort, le ventre vide. La femme sort l'œuf de sa poche. Il dégote encore un cure-dent retenu dans les plis de l'ourlet.
parmi les miettes de gâteau dures comme du sable et des fibres de laine. D'un geste rapide, sûr, elle perce la coque rousse à l'une de ses extrémités, au niveau de la cuticule. Elle porte l'œuf à ses lèvres. D'abord le blanc, puis le jaune, encore tiède de la chaleur de sa poche, qu'elle gobe en fermant les yeux. L'opération terminée, elle serre la coquille dans sa paume entre ses doigts qu'elle finit par émietter sur le sable pour les mouettes. Déjà, tu te sens mieux. La main en visière, elle inspecte l'horizon. Dans le ciel, les mouettes piaulent avant de s'abattre en flèche sur les étrilles à découvert. Les plus agressifs décochent des coups de bec pour torpiller la pêche de leurs congénères avant de s'élever comme happés à la verticale, un lançon dans le bec. Les couleurs ne sont toujours pas revenues. Droit devant elle, un long objet plat couché sur le sol, un mirage de rouille, une tôle, une sacrée aubaine. Elle la chargera pour finir en rentrant. Il lui faut d'abord remplir sa brouette d'objets moins encombrants. La femme prend à gauche. En longeant le rivage, elle tombe sur un filet de pêche en nylon vert, à moitié enfoui dans le sable. Vert synthétique est la première couleur qu'elle voit ce matin. Elle se baisse pour le déplier, estimer son envergure une fois étendue sur le sable. Peut-être qu'elle pourra s'en servir comme voilage. Cela empêchera les moineaux de rentrer dans la cuisine et de se cogner partout en cherchant la sortie. Le filet est plein de nœuds, emberlificotés de fils de pêche, d'appâts et d'hameçons. Attention à ne pas te blesser. Parce que là aussi, tu as remarqué un changement dans la mécanique de tes fluides. Le sang ne perle pas, il goûte presque à flot, noir, épais, aussi gras que des larmes. Mais pour les larmes, tu ne peux pas dire si quelque chose a changé. Tu as épuisé ton quota de douleur depuis la guerre, depuis la mort de ta mère, celle de tes sœurs, depuis la disparition de ton frère bien-aimé. Alors, elle extrait parmi les mailles des scalpes de goémon, quelques bulots, des amandes, des capsules de soda et des brindilles. Elle laisse les flotteurs en liège. Elle rincera le filet à l'eau de pluie en rentrant. Finalement, elle renonce à enlever les appâts. Elle imagine les éclats de lumière sur le métal. Soudain, les mouettes sont là, au-dessus de la femme. Pas comme une bénédiction, ni pour lui dessiner une auréole. Ce serait trop beau si l'on te reconnaissait sainte et martyre. Ton heure n'est pas venue. Les mouettes crachent leurs cris dans le vent. Est-ce qu'elle l'aurait prise pour un pêcheur à pied? La femme réajuste sa capuche, elle se méfie des sternes, les vicieuses qui plongent en piqué, attaquent les hommes et volent leurs gâteaux aux enfants. Et puis on n'est jamais à l'abri de leur fiente. Tenaces par nature, les mouettes et la femme sont deux espèces distinctes. Si, ce matin, elles ont en commun ce territoire, c'est pour des raisons différentes. La femme se bâtit une forteresse, un palais. Les mouettes règnent sur un empire de sel. Tu continues ta quête. C'est le tour d'une planche. La femme voit aussitôt l'usage qu'elle peut en tirer. Elle glane encore ici et là une boîte de sardines, un gant de mareyeur, un panier de pêche, un sac plastique, une bouteille de soda. Elle dévisse le bouchon, le liquide mousse sur le sable, une puce de mer se hâte de déménager. La brouette est presque pleine. Il y a encore la tôle qu'il faut charger. C'est très bien. On voit déjà tout ce qu'elle ramasse. Oui, on voit bien, d'ailleurs vous finissez par la collection, et puis avec ce rythme de la répétition, on sent bien le côté quand même, encore une fois, maladif d'elle, c'est en même temps de la minutie, mais il y a une trop grande minutie. Il y a une maniaquerie. Pardon ? Une maniaquerie. Oui, une maniaquerie, voilà, c'est tout à fait ça. Alors, et j'ai beaucoup aimé aussi, je ne sais pas, votre petite expression, la modification de la mécanique, voilà. Parce que là aussi, tu as remarqué un changement dans la mécanique des fluides, de points, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, on a le sentiment qu'Jeanne de Vidal, maintenant qu'on a un petit peu brossé son univers psychique, dû, comme on l'a compris, à des souffrances multiples, mais que le regard qu'elle portait sur le réel, la posture qu'elle avait par rapport au réel, lui faisait, comment dire, percevoir la réalité à travers une sorte d'infraconscience sensorielle, qu'elle avait une perception renforcée de vibration du monde, de sursignification du monde dans lequel elle évoluait. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui m'est aussi propre, parce que je suis hyper acousique, c'est-à-dire que j'entends trop les bruits, trop les sons, donc comme là quand je lisais j'entendais beaucoup de choses en plus de ma lecture.
mais vous les entendez aussi, mais j'arrive à les distinguer, enfin, comme si je détachais toutes les notes de musique. Donc ça fait vraiment beaucoup de bruit dans ma tête. Comme ça, vu comme ça, on dirait que je suis folle, mais bon. Mais peut-être, mais c'est pas grave. Non, parce que vous savez. Parce que dire, ça fait beaucoup de bruit dans ma tête. Bon, je m'appelle pas Jeanne. Sort de ce corps Vidal. Mais bon, j'ai habité quand même le corps. J'ai habité la maison de Jeanne dans ma. Lapsus révélateur. Ouais, mais j'ai habité le corps de Jeanne aussi. Pendant presque un an, j'ai habité cette femme, j'ai habité cette maison. À tel point que même quand je la fais se lever le matin, je ne suis pas une femme très âgée encore, mais elle est très âgée et je sais ce que c'est le corps plein de rhumatisme tout au ralenti, alors qu'il n'y a rien dans ma vie qui me dit, je suis quelqu'un de très tonique, de très active, mais j'ai des amis qui sont très âgés qui m'ont dit, mais comment tu fais pour savoir comment ça se passe vraiment quand moi je me lève? Je dis, je ne sais pas, j'imagine. Donc ma Jeanne, elle est hyper sensorielle aussi. Souvent, elle était de toute façon parce qu'elle a cette faculté de communiquer avec les invisibles. Alors ça, je croyais l'avoir inventé. Parce que j'ai inventé des choses, parce qu'on ne sait pas tout de Jeanne Desvidal. Mais quand j'ai rencontré Agathe, elle me dit, tiens, tu savais qu'elle parlait aux morts? Je dis, ben non, enfin, j'avais envie qu'elle parle aux morts, parce qu'il n'y a pas de... Il y a peut-être des murs, mais il n'y a pas vraiment... Les morts, en tout cas, eux, les murs ne les arrêtent pas. Et elle parle, elle s'entretient avec les invisibles, que moi j'ai nommé les invisibles parce qu'on ne voit pas les morts. Et elle sent surtout son frère, donc elle communique avec son frère qui est mort et dont le corps lui a jamais été rendu. Et elle me dit, Agathe Oléron, qui était la documentariste, me dit comme ça, eh ben, figure-toi qu'elle appelait ses morts avec qui elle discutait les cosmos. Et alors les cosmos, on peut imaginer pourquoi, parce que Jeanne Desvidal aimait beaucoup les fleurs et aimait beaucoup les cosmos. Donc des fois les fameuses cosmos, et en même temps cosmos forcément c'est un double sens, c'est aussi là où les âmes errent peut-être dans le cosmos, dans l'univers. Donc j'avais prêté à Jeanne quelque chose que je ne savais pas qu'elle avait, en fait, ce don de parler aux morts. Fabienne Juel, vous me tendez une perche étrange, mais je suis bien obligé de la prendre et de poser la question. Croyez-vous qu'avoir subi une sorte de lien médiumique entre Jeanne Desvidal et vous? Non, mais je suis obligé de vous poser la question, étant donné comment vous formulez les choses. Ben, en fait, je répare. Je fais partie de... Comme vous, j'ai été étudiante à Rennes, j'étais à Villejean, j'ai passé mon doctorat à Rennes, donc j'étais très longtemps à Rennes. Et pendant mes années, donc j'ai eu mon doctorat en 93, pendant mes années estudiantines, il m'arrivait de fuir l'amphithéâtre, de prendre ma voiture, de partir avec une amie et d'aller du côté de Saint-Calois-le-Guildo, de Saint-Jacques-de-la-Mer, de Saint-Lunaire, de Matignon. Et donc, je m'en veux beaucoup d'avoir erré sur cette plage sans m'être retournée. Naturellement, c'est la mer que je regardais. Et si je m'étais retournée, j'aurais vu la maison. J'ai raté ce rendez-vous avec Jeanne Desvidal, j'ai raté le rendez-vous avec la maison, et quelque part, longtemps plus tard, grâce à Agathe Oléron, qui a fait ce film, j'ai renoué avec, enfin je répare quelque chose, le rendez-vous raté avec Jeanne Desvidal. Je pense que j'aurais fait partie de ces jeunes filles à ce moment-là qui seraient rentrées dans la maison. C'était mes années fac, et je serais rentrée dans la maison. J'aurais voulu connaître cette femme. J'aurais voulu connaître, bien sûr, j'aurais peut-être pensé à une sorcière, mais je regardais la mer, je ne regardais pas derrière moi. Je regardais devant moi. Maintenant, je regarde derrière moi. Il y a quand même un lien particulier. Hein. À tel point que vous avez dit que c'était mon 8e roman, c'est à peu près ça, je ne compte plus, mais je n'ai pas écrit autre chose depuis. Je n'arrive pas à me défaire de Jeanne Desvidal. Bon, après, il y a la présence, voilà, il y a une présence forte. Je crois que pour vos amis, vous demandez comment vous faisiez pour ressentir notamment, par exemple, l'arthrose, ou je ne sais pas quoi, ou la difficulté à lever une chose. C'est que je pense qu'il y a quelque chose de très simple, c'est qu'il y a une conjugaison très réussie d'une capacité empathique que vous avez avec une forte capacité imaginative. Et comme ces deux se conjuguent sur un objet-sujet qui vous est cher, tout fonctionne bien. Oui, puis ça a été vraiment un coup de foudre. Je suis tombée par hasard, j'étais donc chez une amie, pas loin de Saint-Lunaire. Donc je ne connaissais rien à Jeanne Desvidal, rien à cette maison, je ne savais rien. Et je veux lire mon courrier, donc j'allume l'ordinateur de mon ami, et bizarrement c'était allumé sur la page Facebook
Moi j'ai un Facebook professionnel parce que pas un Facebook en tant que... Je suis professeur de lettres, donc ça ne m'intéresse pas, mais en tant qu'écrivain, j'ai pas mal d'amis écrivains et de blogueurs et de blogueuses, donc forcément je fréquente Facebook. Et là j'ouvre le Facebook en pensant que c'était le mien. Et c'était pas le mien, c'était celui de mon ami. Et il y avait la photo du pays Malouin, cette photo d'une maison, avec l'annonce d'un documentaire qui allait sortir. Et c'est là que je suis tombée, j'ai eu un coup de foudre en fait. Je suis tombée, donc c'est que des intersignes, comme on dit chez les Celtes, c'est que des intersignes qui m'ont menée sur la piste de Jeanne de Vidal. C'est-à-dire que c'était le moment où, c'est comme si la mort émettait quelque chose d'outre-tombe pour que je saisisse la perche justement et que je donne, Agathe a ressuscité Jeanne de Vidal à travers un film documentaire. Je la ressuscite à travers un livre et on aimerait faire une commémoration de la mort de Jeanne de Vidal parce qu'elle est morte en juillet 2008, donc ça fera 10 ans dans un mois. Et on aimerait faire quelque chose, un événement autour de Jeanne de Vidal, d'autant plus que quand même la maison de Jeanne de Vidal était sur les tours opérateurs. Il y avait des cars de touristes qui débarquaient, des Italiens et des Japonais, il y avait même des Japonais. Et moi ce qui me plaît c'est de savoir que la maison a disparu, que Jeanne de Vidal, elle n'a même pas son nom sur sa tombe, et j'ai fait une promesse, comme vous le savez dans le prologue, elle n'a même pas son nom sur sa tombe, et puis en même temps, il y a des gens au Japon qui ont des photos de la maison de Jeanne de Vidal, alors qu'il n'y a plus de traces, à part ce poteau et cette colonne avec le JD 1950, il n'y a plus de traces de Jeanne de Vidal. On ne va pas parler de la fin, notamment de la rencontre avec le japonais, qui est très très chouette, mais ça serait aller trop loin dans la défloration du sujet. Cela étant, et donc je m'arrêterai là sur cette idée d'interaction, de médiumnie, etc. Mais on sent quand même dans ce roman que particulièrement vous arpentez la frontière singulière, curieuse, étrange et mystérieuse entre la vie et la mort, pour créer des formes de résonance. Alors là, certainement pour des raisons personnelles, parce que votre inscription dans le monde celtique, mais on sent que dans votre propre univers personnel, vous tentez d'amplifier le réel par des sursignifications qu'on voit ou qu'on ne voit pas, ça c'est après, mais en tout cas que vous voyez, on sent que vous faites un travail d'enrichissement du réel que vous ressentez pour lui faire remonter des significations qu'a priori on ne perçoit pas. Oui, mais c'est aussi pour que le lecteur soit sensible à son environnement, parce que quelquefois, c'est vrai qu'on ne fait pas attention à une route qu'on emprunte plusieurs fois dans l'année, et puis d'un coup un jour, parce qu'il y a un petit pet, et on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et moi j'aime bien, en fait c'était Balzac qui disait ça, ou Stendhal, alors je ne sais plus, ou Flaubert, qui disait que le roman était un miroir qu'on promène sur les routes. C'est Stendhal, voilà. Que le roman est un miroir qu'on promène sur les routes. Et moi je me dis que le roman, c'est non seulement un miroir qu'on promène sur une route, mais en plus, je crois que c'est avec une loupe. Je grossis, en fait, je vais rajouter la loupe en plus, le miroir grossissant. Votre fatigue et votre difficulté à vous remettre à un nouveau roman, est-ce que c'est pas simplement le fait, je pense que c'est épuisant de rédiger une expérience comme ça, parce que on sent bien que vous avez été, pour le coup, habité par votre sujet. Est-ce que c'est pas aussi un rythme et un style à quitter? Ce que je veux dire, c'est que là aussi, j'ai beaucoup aimé ce style que je comparerais à ce ressac doux mais parfois un peu violent de l'eau qui remonte sur la plage et qui redescend, qui charrie des petits cailloux qui s'entrechoquent et quelques petits gobies et poissons qui partent comme des éclairs comme ça. Donc votre rythme, comme je le disais, est parfaitement en adéquation avec ce qu'on imagine être la vie psychique de Jeanne de Vidal. Après, je pense que ce style-là, comme vous le tenez sur une longueur qui reste relative mais qui fait quand même 160 pages, quelque chose de l'ordre de la poésie litanique qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler certaines formes de narration grecque de la période hellénistique, dans cette manière de reprendre le déroulé et d'avancer comme ça. Mais qui, je pense, quand même, doit être sur 170 pages, vous devez être épuisé. J'ai été épuisée, oui. J'ai été épuisée aussi pour le faire sortir, ce livre aussi, parce qu'il a manqué de planète. J'étais en
peu compliqué pour ce livre-là, parce qu'à Paris, ils n'ont pas compris trop ce que je voulais faire. Donc je leur ai écrit un prologue pour expliquer, parce qu'en fait, ils voulaient savoir pourquoi j'étais tombée sur un coup de foudre pour Jeanne Vidal et sa maison. Et donc à ce moment-là, il y a déjà le facteur cheval, donc je me dis, bon, là, je vais refaire un prologue, et à partir du moment où j'ai fait le prologue, ils ont été contents. Donc j'ai fait un épilogue aussi quand j'y étais. Lui ne m'avait pas demandé, mais je l'ai rajouté. Mais c'est vrai que, en fait, j'écrivais un autre roman sur autre chose qui se passait au Kazakhstan quand je suis tombée sur l'article. Je m'intéressais aux antilopes taïga, etc., parce qu'il y avait une hécatombe d'antilopes taïga. Je m'intéressais à quelque chose de plus assez étrange d'ailleurs. Et j'avais écrit déjà presque 280 pages de ce roman-là quand j'ai rencontré Jeanne Vidal et sa maison, et j'ai tout lâché pour elle. Et donc j'essaye de reprendre quelque chose que j'ai écrit avant elle, et c'est très difficile. C'est un peu, quand une histoire d'amour est terminée, on la répare pas, en fait. Donc j'ai un peu de mal, je crois que je passe à autre chose, mais je vais passer à autre chose, ne vous inquiétez pas, j'attends les vacances d'été. C'est 2 mois de vacances, bon, oui, j'attends l'été pour pouvoir me remettre à écrire, parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend de vacances, quand j'ai des vacances, j'écris. Mais il y a une chose que vous n'avez pas dite, mais que certains ont peut-être entendu, c'est quand je lisais, vous avez dû voir que je tutoyais mon personnage. Je ne tutoie pas toujours, hein. Je dis elle, mais par moments, comme dans la chaîne numéro 14, je parlais à la 3e personne, j'avais besoin de la tutoyer pour montrer l'intimité que j'avais avec elle, que j'avais créée avec elle, mais aussi pour la mettre à distance. Parce qu'en même temps, quand je disais tu, c'était pas moi, c'était, voilà. Parce que je disais tout à l'heure en aparté, je vous disais tout à l'heure que si on me demande pourquoi Jeanne Vidal, si on me demande pourquoi elle, parce que c'était elle, parce que c'était moi. Je pense qu'il y a eu une espèce ouais, il y a eu une fascination pour le sujet, mais enfin, comme tout écrivain qui va raconter quelque chose de vrai, je pense qu'il y a une fascination pour son personnage. Voilà, je suis totalement fascinée par ce personnage, mais j'ai été fascinée aussi par À l'angle du renard, par Arsène le Rivoleur, le psychopathe. Ce psychopathe à l'angle du renard m'avait fascinée, et je ne l'ai jamais tutoyé parce que c'était moi. Là je disais je, en plus pour le coup j'étais un psychopathe, un taiseux, alors que je ne suis pas une taiseuse du tout. Donc, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup habité, et je vais essayer de m'en défaire, autrement je vais essayer de m'en défaire, mais quand j'aurai accompli ma promesse, parce que j'ai promis quelque chose. Donc dès que j'ai accompli ma promesse, je lâche le fantôme, parce que c'est un fantôme maintenant. Fabienne Juel, je vous ai préparé une surprise. Ah, ça se mange? Non, ça ne se mange pas. Je vous ai préparé une surprise. C'est que, vous savez ce que c'est, évidemment, les questionnaires de Proust et son avatar, le questionnaire de Pivot. Et bien, j'ai décidé d'extraire quelques questions, mais de vous les poser en vous demandant de répondre à la place de votre personnage. Non pas donc en tant que Fabienne Juel, mais en tant que Jeanne Vidal. Est-ce que l'exercice vous agrée? Oui. C'est parti. Son mot préféré? Invisible. Le mot qu'elle déteste? Bagarre. Sa drogue favorite? Le café. Le son, le bruit qu'elle aime? Celui de la mer. Le son, le bruit qu'elle déteste? Le vent. Son juron, gros mot ou blasphème favori? Bip, bip. Vous pouvez ne pas répondre. Mais là, j'en ai pas. Enfin, je veux dire, moi j'en ai, mais j'en ai pas pour elle. Oui, j'ai l'impression qu'elle avait un langage plutôt châtié. Moi, je pense qu'elle parlait très bien. Ouais. Enfin, elle parlait par association d'idées, mais elle sait. Je pense que c'est pas une femme qui disait des gros mots. Bon, ben je suis plus la question. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel elle aimerait être incarnée? Un tilleul. Ouais, il y en avait un au milieu du séjour. Et la rue s'appelait la rue des Tilleuls avant d'avoir été rebaptisée la rue Jeanne Vidal. Qu'aurait-elle aimé, après sa mort, que Dieu lui dise? Pardon. Ah, c'est beau. Le principal trait de son caractère? L'obstination? L'obstination. Oui, c'est... J'allais dire l'obstinicité, mais l'obstination. Obstinicité, ça prend un petit caractère moins... On est en fin d'année, là. J'écoutais. Obstination, voilà, c'est ça. Obstiné, ouais. Son principal défaut? Le même. Ok. Son occupation préférée? Faire du ciment. Ouais, c'est ça. Son rêve de bonheur? Retrouver Lucien. Bah ouais, parce que
La couleur qu'elle préfère. Le blanc, c'est celle que je déteste, moi. La fleur qu'elle aime. Le cosmos. L'oiseau qu'elle préfère. L'alouette. Non. Ça, c'est moi. Association, dissociation. La fauvette. La fauvette. C'est mignon, les fauvettes. Ce qu'elle déteste par-dessus tout. La bête. La bête, ouais. Comment ou bien ou de quelle manière aurait-elle aimé mourir? Sous son mirador. Évidemment. Et pour finir, dernière question. Quelle aurait pu être sa devise? Je suis la femme monde. Très bien, Joël, je vous remercie de vos réponses et je vous remercie de votre très beau roman. Avant de passer la parole au lecteur, à la lecture de votre ouvrage que le public aura compris et que j'ai beaucoup apprécié, m'est revenu quand même un quatrain d'Apollinaire que j'aime aussi énormément, parmi les 1000 choses que j'aime énormément, et qui, je trouve, va bien avec votre roman. Donc je vous le lis. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle eau beau triste soir? J'aurais été votre éditeur, j'aurais mis en exergue de votre roman ce très très beau quatrain d'Apollinaire. Et je m'y crois. Je crois qu'il y a... Il doit y avoir Prévert, non? Prévert, Barbara, parce que je... Ah oui, Prévert et Le Quérec. Ah oui, une jeune auteure. Ah oui, oui, oui. Kevin Le Quérec, sur les murs. Sur les murs et sur l'aspect qui est d'ailleurs assez propre de Jacques Prévert. Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? C'est vrai que le terme de feu, d'acier, de sang revient beaucoup. Avec certains moments, je ne sais pas si vous êtes familière de l'œuvre de Hans Junger, à des petits passages sur des manières de lier le vocabulaire, le lexique, feu, acier, sang, qui m'a fait penser à Hans Junger dans ses mémoires de guerre. Mais pour ça nous emmène trop loin. Merci encore pour ce très beau roman, et on va passer la parole au public qui souhaite poser une question à Fabienne Juel. Oui? Non, je pensais. Je provoque un peu. Personne? Non? Chère madame, voulez-vous poser une question? Je ne suis pas arrivée au début. L'important, c'est l'enthousiasme, c'est pas d'être là au début. Non, je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai pas connu ni la maison, ni Jeanne Desvidal en vrai. Je l'ai rencontré qu'à travers un documentaire et surtout à travers le... Ça, c'est ce que vous avez l'air de dire. Oui, mais je disais aussi que je l'ai sûrement vu. De toute façon, je l'ai même vu sans le savoir, une petite silhouette de bonne femme sur la plage. Mais j'étais jeune et j'étais bête. Et je ne m'intéressais pas aux personnes âgées à cette époque. Maintenant que je suis à mi-chemin, je m'intéresse davantage. Comment s'alimentait-elle et tout ça? Alors, elle faisait une liste de courses qu'elle donnait à des voisins qui allaient chercher les courses, et elle se faisait livrer par un homme qu'elle appelait Monsieur Spar. Parce que c'était la supérette qui s'appelait Spar. Et donc, Monsieur Spar, tous les lundis, venait livrer Jeanne Desvidal. Et de temps en temps, quand elle avait besoin de faire une... Alors, ça, c'était Agathe qui me l'a dit, moi je ne le mets pas, mais quand elle avait besoin d'envoyer une lettre à la poste, elle laissait la lettre avec une pierre sur le perron et l'argent pour le timbre. Et les voisins s'en chargeaient. Les voisins rendaient service. Certains voisins rendaient service, pas tous. Il y en a qui disaient mais non, il ne faut pas l'entretenir, mais il y en a qui rendaient service. Elle causait avec ses voisins? Pas vraiment, non. Elle ne causait pas avec ses voisins. En revanche, quand les gens rentraient chez elle, elle avait quand France 2 est venue, enfin Antenne 2, c'était Antenne 2 à l'époque, Antenne 2 est venue faire un reportage sur la maison de Jeanne Desvidal. Ils ont discuté avec elle, mais le problème c'est que elle répondait par juxtaposition d'idées. Un mot en entraînait un autre. Par exemple, à un moment, il est question de... Elle dit ça vous tape dans la nuque, nucléaire. Nuque égale nucléaire. Et c'est vrai que
j'ai pas utilisé cette expression-là par hasard, mais elle n'est pas de moi, elle est de Jeanne Desvidal. Parce que j'ai eu accès à un mémoire de maîtrise de psychologie, de deux femmes qui dans les années 70 sont rentrées, l'ont interviewée, etc. et ont après retranscrit leur interview. Et j'ai lu ce mémoire et je me suis servi de certaines phrases de Jeanne Desvidal. Donc là, il y a les vraies phrases de Jeanne Desvidal avec le japonais, parce qu'il y a une rencontre avec un japonais. Toutes les phrases prononcées sont des phrases prononcées par Jeanne Desvidal. Mais elle sortait quand même sur la Oui, même mieux que ça. Elle prenait sa brouette, elle allait à Dinard, au Catena, chercher du ciment. Et donc, il y a 6 km qui séparent Saint-Lunaire de Dinard, et ça monte. Alors pour aller, ça va, parce que comme ça descend avec des sacs de ciment, ça va plus vite. Et donc, elle prenait toute la place sur la route, enfin, c'est-à-dire qu'elle prenait la place comme un véhicule. Donc, il y a des gens qui klaxonnaient, puis d'autres qui klaxonnaient pas, parce que tout le monde savait qui était Jeanne Desvidal. Bon, il y avait des touristes qui devaient klaxonner, en disant, mais c'est quoi cette folle, avec sa brouette sur la route. Et elle sortait, bien sûr, elle n'était pas si sauvage que ça. Mais moi, je l'ai capté à un moment assez âgé de sa vie, un moment assez âgé, et où là, elle se renferme davantage sur elle-même. Mais elle n'était pas si sauvage. Hein. Elle recevait les artistes de la scène rennaise, ceux de Dinan, de Dole, venaient boire un café. Moi, j'ai répondu café pour elle, parce que moi, c'est thé. Mais c'était bien café. Elle venait, elle servait du café, alors que je la fais servir du thé. Hein. C'est un japonais, je préfère qu'elle serve du thé aux japonais. Elle était toujours occupée à organiser sa Toujours pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Elle creusait les fosses aussi. Ce n'est pas les pièges, moi je fais comme si c'était des pièges, mais ce n'est pas les pièges. Mais pendant 40 ans, elle était tout le temps. Et quand le jardin n'a pas suffi, parce qu'en fait elle poussait les murs, donc c'est pour ça qu'il y a un tilleul au milieu du séjour, parce qu'elle a laissé le tilleul du jardin, elle l'a laissé. Elle a mis des murs autour, des tôles, etc. Et puis à un moment, donc, comme elle n'arrivait plus à pousser les murs, parce qu'il n'y avait plus de place, elle était déjà sur le trottoir. Il n'y avait pas de trottoir, elle a pris le trottoir. Hein. Le poteau EDF aussi, il est la moitié du poteau est dans son ciment à elle. Donc elle avait plainte d'ailleurs, EDF coupait le courant de temps en temps, et aussitôt le lendemain c'était rétabli parce qu'un coup de téléphone d'Yvon Bourges et c'était rétabli. Le maire de Dinard, parce qu'elle était protégée par le maire de Dinard et le général de Gaulle en tant qu'ancienne résistante. Et donc quand elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus pousser les murs, elle a fait un mirador. Et ce mirador a une histoire aussi. Donc elle a commencé à monter en hauteur, monter en hauteur c'est un pléonasme, mais elle a commencé à monter, à élever les murs par un mirador, et le mirador n'a pas tenu. Enfin, les murs porteurs n'ont pas tenu le mirador. Et elle est morte où? Eh bien, elle n'est pas morte dans sa maison. Elle est morte dans un EHPAD 17 ans plus tard. 17 ans après la destruction de la maison. Voilà, mais je ne parle pas de ça. Enfin, j'en parle dans l'épilogue quand même pour dire comment elle est morte, mais je ne raconte pas cette histoire-là parce que ça ne m'intéresse plus. À partir du moment où la maison disparaît, pour moi, Jeanne Desvidal disparaît aussi. Merci. Alors c'est vrai aussi, c'est un élément dont on a peu parlé, mais pour la fin c'est très bien parce qu'on s'extrait un peu du sujet. C'est aussi quand même un roman sur l'étroitesse d'esprit de tous dans la vie en collectivité. Parce qu'en fait, cette personne criait la nuit, ce qui est peut-être la seule à la rigueur violence d'ordre sonore, mais elle n'avait pas un comportement ni agressif ni rien. Et s'il n'y avait pas eu cette défense constante d'Yvon Bourges et du général de Gaulle, elle aurait été mise à la porte. Les gens d'ailleurs seraient emballés, l'auraient virée, l'auraient frappée, on n'en sait rien. Mais ce que je veux dire, c'est quand même que son comportement singulier, excentrique, qui, bon, si on regarde un peu objectivement les faits et on neutralise toute interprétation d'ordre émotif, etc., bon, bah, y a une personne qui construit n'importe comment sa maison, bon, ouais, je veux dire, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, bon, ou un peu quand la maison avance. Mais on sent quand même que ça provoquait des frictions fortes avec certains voisins et avec certains voisins non. Et ce petit côté-là, je voudrais simplement dire, c'est aussi un beau témoignage de la nécessité de nous rappeler que la singularité peut être accueillie sans immédiatement la taxer de folie, comme si elle nous était étrangère. Et ça, c'est un tout côté qui ressort de votre ensemble. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une façon de réparer aussi les injustices, de remettre cette femme
à sa place et de lui redonner un nom, de ne pas... Elle a fait une construction, elle a fait une œuvre. Elle a fait œuvre, elle n'a pas eu d'enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi, malgré l'époque, hein, parce que c'est quand même peu de femmes font ce choix-là de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfant, et elle a choisi d'avoir une maison, enfin de se construire une maison. Je me souviens du télégramme qui avait titré il y a très longtemps la femme Castor. C'est un peu ça, c'est vraiment la femme Castor. Mais oui, je répare une injustice. Enfin, je pense réparer une injustice. Comme je le répare dans la chaise numéro 14, les femmes tondues à la Libération, il y en a eu plein. Et pour moi, c'est horrible ce qu'on a fait à ces femmes, sous tous les prétextes qui soient d'ailleurs. Et donc, je répare aussi une autre injustice. De temps en temps, comme ça, je remets la femme au milieu du chemin. Fabienne Juel, encore une fois, merci beaucoup. Le Forum du Livre vous remercie. On remercie le public. Merci beaucoup. Merci. Fabienne Juel est à votre disposition pour échanger avec ceux qui le souhaitent, dédicacer son ouvrage